Au sommaire de ce journal, alors que le débat sur la fin de vie est relancé à l'Assemblée nationale, des militants pro-vie de l'association Alliance Vita ont manifesté hier soir devant la mairie de Bitche. Allongés au sol grimés en patients d'hôpital, ils ont dénoncé le projet de loi visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Ils appellent à renforcer les soins palliatifs, une mesure qui fait déjà l'objet d'une seconde proposition de loi plus consensuelle. Casque, gilet pare-balles et blindés, à l'occasion du rallye citoyen, 300 collégiens de Bitche se sont glissés dans la peau de militaires la semaine dernière. L'objectif de cet événement était de sensibiliser les jeunes à l'engagement citoyen. Des ateliers pratiques étaient proposés avec la participation du 16e bataillon de chasseurs à pied. Face à l'augmentation des agressions contre les élus en France, le procureur de la République et le sous-préfet ont réuni les élus de notre arrondissement au casino des Faïenceries la semaine dernière. Ils leur ont présenté les mesures de sécurité existantes pour assurer leur protection. Parmi celles-ci, un bouton d'appel et une ligne dédiée en cas de menace. Le festival Demandez-nous la Lune revient à Meisenthal pour sa 17e édition les 24 et 25 mai prochains. Au menu cirque, marionnettes, danse contemporaine et art de rue dans des lieux insolites. Cette année, l'événement prendra une dimension transfrontalière avec la participation du festival allemand Encore de Sarrebruck. La chorale d'enfants Cassiopée a fêté ses 25 ans ce dimanche à Zétain. Une soixantaine de jeunes chanteurs se sont produits sur la scène de la salle communale pour leur concert annuel La Clé des Chants. Une grande tombola a permis de récolter des fonds pour l'association. Merci d'être avec nous sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on s'intéressera également à un organisme qui joue un rôle essentiel dans la sauvegarde de nos bâtiments historiques, objets d'art et paysages. La Fondation du patrimoine accompagne chaque année des milliers de projets partout en France, y compris dans notre territoire. Alors comment fonctionne-t-elle? Qui peut en bénéficier? Et quels chantiers ont été menés près de chez nous? Jean-Paul Petit, délégué territorial pour la Lorraine, répondra à nos questions après la pub. On ouvre ce journal avec le débat sur la fin de vie qui fait son retour à l'Assemblée nationale après de multiples reports. Depuis hier, les députés examinent deux propositions de loi, l'une pour renforcer les soins palliatifs, l'autre prévoit un accès au suicide assisté ou à l'euthanasie pour des patients en fin de vie. Un texte sensible, vous l'aurez compris, qui divise. Hier soir, une dizaine de militants et sympathisants de l'association Pro-Vie Alliance Vita ont organisé un happening devant la mairie de Bitche pour exprimer leur opposition. Regardez. 95 ans avec de gros soucis. La confiance dans le soignant est importante. Si le soignant peut donner la mort, à quel moment pouvons-nous avoir confiance? La vie est sacrée, on n'a pas choisi de naître. La vie, c'est le plus beau des cadeaux. Et ensuite, on peut faire beaucoup de choses pour atténuer la souffrance, parce que souvent les gens disent ça dans une souffrance ou dans une solitude. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, avec des soins palliatifs, de les aider, de les accompagner, de leur rendre quand même la vie plus facile? On veut réparer le système de santé et développer les soins palliatifs vraiment pour que personne ne souffre. Mais la mort n'est pas un soin. Je veux des soins, je ne veux pas l'euthanasie, je veux pour moi, je veux pour mes parents, je veux pour mes enfants. J'ai eu le cas d'un enfant qui a eu un problème de santé, il m'a fallu trouver un spécialiste, j'ai dû appeler, il y a eu du temps qui est passé, beaucoup de jours se sont passés jusqu'à ce que d'appel en appel, je trouve enfin un spécialiste loin pour prendre soin de mes enfants. Et notez qu'une cinquantaine de rassemblements comme celui-ci étaient organisés partout en France. Les projets de loi sur l'euthanasie et le renforcement des soins palliatifs doivent être débattus et amendés par les députés jusqu'au 27 mai. Autre sujet qui inquiète, en 2024, 3527 faits d'agression ou de menaces sur des élus ont été recensés en France. Face à cette recrudescence, l'État veut rassurer. Une soixantaine de maires et élus de notre arrondissement ont assisté à une conférence du procureur et du sous-préfet pour découvrir les dispositifs de sécurité existants. Marie Morgan s'est rendue sur place au casino des Faïenceries de Sarreguemines. Quand on se retrouve face à cette situation, eh bien nous avons les commerçants qui viennent nous voir à la mairie. Mais qu'est-ce que vous faites? Tous nos concitoyens qui ne dorment plus. Mais monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites? Donc le maire, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Eh bien il y va sur le terrain. Donc c'est là que je trouve que quelque part, on devrait avoir plus de soutien, plus d'attention, pour qu'on ne se retrouve pas toujours seul. J'ai été agressé en 2019. C'est que le mois dernier que, enfin,
j'ai eu gain de cause, c'est-à-dire la personne a été mise en examen. On a une loi importante qui est la loi du 21 mars 2024, qui est une loi de protection des élus, où il y a une série d'outils à disposition des élus, notamment la protection fonctionnelle. Et puis on a aussi mis en place un pack de sécurité pour les élus, c'est-à-dire dans chaque brigade de gendarmerie, au commissariat de police, il y a un référent, les élus ont une ligne dédiée, ils peuvent avoir un bouton spécifique d'appel quand ils se sentent menacés, ils en font une demande aux services préfectoraux, et puis il y a aussi un appui psychologique, enfin toute une boîte à outils qui était méconnue. Donc bien évidemment, il m'a semblé important de donner de l'information. Je voulais leur communiquer le message suivant, d'une part, que les temps de l'enquête nécessitent par intermittence un temps long pour chercher à collationner les preuves de l'implication de tel ou tel dans la commission d'une infraction, et malheureusement aussi que souvent une enquête peut être source de déception parce que, en dépit de ce qui peut être rapporté, ce qui peut être dénoncé, les preuves ne sont pas toujours suffisantes pour parvenir à confondre ceux qui seraient mis en cause. On retourne à Bitche. La semaine dernière, la ville organisait une nouvelle édition de son rallye citoyen. Des classes de 3e du pays de Bitche ont découvert les coulisses de la défense à travers une trentaine d'ateliers. Objectif, les sensibiliser à l'engagement citoyen avec l'appui du 16e bataillon de chasseurs à pied. Le reportage de Camille Henriot. Et du coup, ça sert à quoi là déjà tout ça? En fait, ça c'était pour tout ce qui est transmission. Âge du véhicule, mesure, poids, formation pour le conduire, les questions fusent du côté des collégiens. Ce véhicule blindé de combat d'infanterie a attiré leur curiosité. Il appartient au 16e bataillon des chasseurs à pied. Au stand juste en face, la 2e compagnie du 16e BCP présente également le matériel militaire d'un groupe de combat d'infanterie avec possibilité de tester soi-même l'équipement, casque, gilet pare-balles et sac à dos. Franchement, je pensais ça plus lourd quand même, mais c'est surtout assez encombrant. Après, pour le poids, ça va, mais je pense que quand c'est porté assez longtemps, ça peut devenir rapidement gênant. Ces échanges permettent de renforcer les liens entre l'armée et la jeunesse. C'était l'un des objectifs recherchés lors de ce rallye citoyen organisé par la ville de Bitche. Alors nous, c'est important notamment pour apporter de la visibilité au 16e bataillon de chasseurs à pied, notamment pour les journées portes ouvertes qui vont se dérouler le 14 et 15 juin. Donc pour que les jeunes puissent nous connaître et veulent venir découvrir ce que c'est le métier de militaire et pourquoi pas plus tard de venir s'engager au sein de l'armée. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui aient une notion de l'engagement, de la solidarité, du respect aussi. Là, ils ont eu la possibilité de rencontrer des femmes et des hommes issus d'univers variés, mais cependant avec un même point commun, c'est-à-dire qu'ils œuvrent pour les autres. Si un seul de ces élèves avait cette petite étincelle, déjà le but serait atteint. Plus de 300 collégiens du pays de Bitche ont pris part à cette journée, placée également sous le signe de l'engagement citoyen. Et ici le poste TV. Gros-Réderchin lance plusieurs projets pour dynamiser le village et créer du lien entre ses habitants. Une aire sportive, une aire de jeu pour enfants et un café Klatch à la bibliothèque sont dans les tuyaux. La commune espère obtenir le soutien de l'État pour concrétiser ces initiatives. Précision avec Emilia Zell. Début mai, la commune de Gros-Réderchin a reçu la visite du sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Au programme, visite de points stratégiques du village et rencontre avec des membres du conseil municipal. La commune a un projet à la bibliothèque, ouverte depuis un an, pour créer du lien. C'est comme un café Klatch pour les plus de 65 ans. On va lancer un petit questionnaire à leur intention pour savoir s'ils sont prêts à venir, quel jour ils voudraient venir, comment ils voudraient échanger le matin. Discuter entre eux, c'est histoire de créer un lien, lire le journal, prendre un café ensemble, voilà. La municipalité a également lancé la construction d'une aire sportive à côté du terrain de foot. Elle sera couverte et ouverte d'un côté. Il y a l'aire sportive couverte qui sera accessible à tout le monde. C'est un terrain synthétique, un city-stade amélioré où on pourra jouer s'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige ou qu'il fasse trop chaud. On pourrait toujours aller jouer sous cette aire. En soirée, là, il y a la possibilité d'avoir un éclairage, mais il y aura aussi la vidéosurveillance pour que
n'y ait pas de dégradation et pour que les gens se sentent en sécurité, quoi. En contrebas sera également construite une aire de jeu pour les plus petits. Le coût du projet est de 1 156 586 €, dont 260 000 € de subvention du département, 140 726 € de la région, 227 185 € de la DETR et 110 000 € de l'ANS. L'abribus à la sortie de la commune du côté de Sarreguemines va être déplacé de quelques mètres pour plus de sécurité. Il a récemment été très endommagé suite à un accident de voiture. Il y a 75 ans, le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, prononçait la déclaration qui allait fonder l'Union européenne. Pour célébrer cet acte historique, la ville de Sarreguemines a organisé une cérémonie devant le monument aux morts en présence du consul général de Sarre. Chants, lectures et plantation d'un arbre ont rythmé la journée de l'Europe. Retour sur les temps forts dans ce reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. C'est un moment fort qui a marqué la journée de l'Europe à Sarreguemines. Élus, élèves, représentants institutionnels et membres du conseil municipal des jeunes ont participé à une plantation symbolique d'un arbre de la paix, de l'amitié et de l'unité. C'est un cerisier japonais qui a été choisi. Notre Europe n'est pas une Europe de l'enfermement, n'est pas une Europe des nationalismes. C'est une Europe de l'ouverture, c'est une Europe dans le monde. Le cerisier, à chaque fois, au mois de l'Europe, au mois de mai, au début du mois de mai, fleurit. Et c'est à chaque fois le symbole du renouveau. Et puis c'est un symbole de résilience. Pour célébrer les 75 ans de la déclaration de Robert Schuman qui a fondé la construction européenne, une grande cérémonie a été organisée sur la place Sibylle. 130 élèves des établissements scolaires de la ville, mais aussi de Sarrebruck, étaient présents. Il y a eu plusieurs lectures et témoignages de la part des jeunes. Le consul général de France à Sarrebruck, Jérôme Spinoza, s'est aussi déplacé pour cet événement. Durant la célébration, l'Aude à la joie, l'hymne européen, a été chanté en allemand et en français par plusieurs jeunes. L'an dernier, il avait fait vibrer plus de 7000 spectateurs. Le Festival des Arts de la Rue, Demandez-nous la Lune, est de retour à la fin du mois à Meisenthal. Cette 17e édition est organisée pour la première fois en partenariat avec le festival allemand Encore. Vous allez pouvoir profiter gratuitement de nombreux spectacles. Émilie Alzel nous détaille le programme. Les arts de rue sont de retour à Meisenthal pour une 17e édition du festival Demandez-nous la Lune. Il aura lieu les 24 et 25 mai prochains. Une nouveauté attendra le public, un partenariat avec le festival Encore de Saarbrücken qui aura lieu en août. Nous pensons que ce sont du groupe La Lavarière et nous, le bateau du théâtre à Saarbrück et le festival Encore. Ça marche très bien ensemble parce qu'on a travaillé un peu dans le même esprit. On veut faire des choses pour tout public et dans l'espace public. C'est pour nous très important. La compagnie Truffu, se produisant à Encore, sera aussi à Meisenthal. Elle présentera son spectacle Plastic Boom Boom et un atelier musical avec des instruments faits maison. Un bus sera également affrété depuis l'Allemagne le dimanche. Là, c'est effectivement une circulation des publics. Donc, c'est un public allemand qui va venir effectivement voir quelques spectacles ici à la Halle Verrières, découvrir peut-être le site Verrier, découvrir un peu, les différentes propositions culturelles et artistiques ici sur ce territoire. Demandez-nous la Lune proposera du cirque, des marionnettes, de la danse contemporaine, des ateliers et une installation poétique. Les représentations auront lieu un peu partout sur le site Verrier le samedi à partir de 15 h et le dimanche dès 10 h 30. Une autre nouveauté pour cette édition, les spectacles avec une jauge ne seront réservables que sur place le jour même.
Culture toujours, j'ai demandé à la Lune du célèbre groupe Indochine des milliers de je t'aime de Slimane. Dimanche à Zétain, la chorale Cassiopée a interprété des morceaux emblématiques de la musique française des 25 dernières années pour célébrer son 25e anniversaire. Un concert qui pourrait bien être le dernier. Son chef de chœur est sur le départ et la chorale peine à lui trouver un successeur. Émilie Aziel avec Caméorio. En 25 ans, la chorale Cassiopée a vu passer de nombreux jeunes. Elle est composée d'enfants et d'adolescents des villages de Val-de-Sarre et de la région de Sarreguemines. Selon les occasions, ils peuvent être entre 15 et 20 choristes âgés de 6 à 22 ans. Dimanche, à la salle communale de Zétain, la chorale a donc fêté cet anniversaire lors de son traditionnel concert. Qu'ils soient membres depuis 1 an ou depuis 10 ans, les choristes ont rejoint la troupe pour des raisons communes. D'abord, j'ai cherché une chorale parce que j'adore chanter et j'ai trouvé cette chorale et elle m'a vraiment plu parce que les gens là-bas ils sont très accueillants, très sympathiques et j'espère y rester longtemps encore. Déjà l'accueil et l'ambiance, vraiment c'est très convivial, j'ai beaucoup aimé et j'aime bien chanter, c'est aussi la raison principale bien sûr quand on chante dans une chorale. Et puis non, je pense que ces deux raisons-là réunies fait que je suis pérenne dans cette chorale-là et que voilà, j'aime toujours venir. Malgré ce bel anniversaire, la chorale risque de bientôt disparaître. En effet, l'actuel chef de chœur va quitter la chorale à la fin de l'année pour des raisons personnelles. Depuis quelques mois, un remplaçant est désespérément recherché, sans succès pour le moment. Alors on a eu un petit renfort, mais c'est quelqu'un qui ne souhaite pas prendre le relais complètement. Donc non, pour l'instant on n'a pas eu de candidature malheureusement. Ouais. On y croit, on croise les doigts. On n'a pas de prérogative particulière, simplement être passionné de musique, avoir un bon contact avec les enfants et accepter de faire une activité bénévole. La chorale Cassiopée est donc toujours à la recherche d'un ou d'une chef de chœur. Dans un instant, on accueille notre invité Jean-Paul Petit, délégué territorial de la Fondation du patrimoine. Mais avant cela, jetons un œil à la carte météo de demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, c'est à nouveau une très belle journée qui nous attend pour demain. Le soleil sera bien présent dans un ciel sans nuages et les températures seront presque estivales. Les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales vont remonter jusqu'à 24 degrés, ressenti 28 sous le soleil. Demain nous fêtons les Mathias et il fera jour de 5h49 à 21h06. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie? Rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Préparez-vous pour une nouvelle aventure de Hopla. Cette semaine, direction le golfe de Sarreguemines. Je vais travailler mon swing dans un cadre idyllique. Cet endroit est un exemple parfait de renaturation post-industrielle. C'est en effet ici qu'ont déversé les résidus thermiques de l'ancienne centrale thermique de Groß-Wiesershof. Ce golf de 18 trous attire par sa diversité de nombreux types de joueurs. Nous allons en apprendre plus en compagnie de Noël Pichler, son directeur. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre belle région. Ne manquez pas ce rendez-vous ce mercredi sur Mosaïque Cristal. Chose promise, chose due, on accueille notre invité du jour, Jean-Paul Petit, délégué territorial de la Fondation du patrimoine en Lorraine. Bonjour et bienvenue. Depuis plus de 25 ans, votre organisme agit partout en France pour restaurer, sauvegarder et valoriser les trésors de notre histoire locale. Il y a par exemple les églises, les anciennes maisons, les objets d'art, mais ça on va en parler plus en détail dans l'interview. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'est la Fondation du patrimoine et quelle est un peu son histoire ?
Voilà, donc la Fondation du patrimoine, c'est un établissement privé qui a été créé en 1996 par un certain nombre de membres fondateurs, dont l'objectif était de favoriser la préservation du patrimoine rural non protégé. Vous savez, en France, il y a des grands monuments qui sont protégés au titre des monuments historiques, mais une grande partie du patrimoine n'était pas protégée, et cette Fondation du patrimoine s'est créée donc pour mobiliser des fonds pour permettre la valorisation de ce patrimoine qui concerne chacun d'entre nous, puisque dans les régions, les départements, les villes et les villages. Donc on vous connaît surtout pour votre soutien à la restauration de bâtiments emblématiques, mais votre action elle va au-delà de ça. Quel type de projet vous soutenez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des exemples? Alors bien sûr, depuis 1996, la notion de patrimoine a beaucoup changé. Donc en dehors du patrimoine rural que vous avez cité à l'instant, non protégé, donc la Fondation du patrimoine participe également à la restauration de monuments plus importants, et puis également bien sûr à la valorisation, à la conservation du patrimoine naturel, jardins, paysages, enfin tout ce qui concerne en fait notre environnement et qui mérite d'être préservé. Et un des derniers projets en date dans notre arrondissement de Sarreguemines, c'est la restauration du panneau Cléopâtre. Où est-ce que ça en est? On sait qu'il y a une campagne de dons qui avait été lancée il y a quelques semaines. Oui, donc à Sarreguemines, donc la Fondation du patrimoine s'est associée à la ville de Sarreguemines donc pour favoriser, pour trouver des fonds pour la restauration de ce panneau que la ville vient d'acquérir il y a quelque temps et qui est tout à fait emblématique de la production des faïenceries de Sarreguemines à la fin du 19e siècle et qui aura donc une place de choix dans le musée de Sarreguemines et sans doute aussi dans le futur musée quand les travaux seront terminés dans l'ancienne friche des faïenceries. Et ce panneau donc, a besoin d'être nettoyé, le support sur lequel se trouvent les carreaux a besoin d'être restauré également. Donc ça sera vraiment une pièce tout à fait importante, j'allais dire extraordinaire, mais bon. Et en plus, elle représente un personnage tout à fait emblématique qui est très très bien connu, c'est la reine Cléopâtre. Donc nous avons tous en tête un certain film où on voit le rôle qu'a joué Cléopâtre dans l'Antiquité. Et où en est la collecte de dons actuellement? On est à quel montant là? Alors la collecte pour l'instant, donc l'objectif est de trouver 13 000 € donc pour cette restauration et je crois qu'aujourd'hui on est à 11 ou 12% donc pour cet appel à dons. Donc il est toujours possible de faire des dons pour la restauration de ce panneau, sachant que bien sûr ce don, quelque importance qu'il ait, bénéficiera d'une défiscalisation de 66% quand c'est de la part d'une personne privée, de 60% quand c'est une entreprise. Et est-ce qu'il y a d'autres chantiers en cours sur notre territoire ? Alors actuellement, donc, il n'y a pas on va dire sur le pays de Sarreguemines, il n'y a pas d'autres appels à dons, mais les dernières années, il y a eu plusieurs projets, bien sûr, qui ont fait l'objet d'appels à dons. Donc je citerai par exemple le mobilier liturgique de l'église de Rimelin, donc la chaire en particulier. Actuellement, il y a la chapelle Sainte-Anne à Erschengiederkirch qui vient de se terminer. Il y a également une maison du XVIIIe siècle qui a été restauré au Val de Guéblange, le château de Walchbronn, et puis bien sûr aussi des monuments archéologiques, puisque je suis archéologue, donc ça me tient également particulièrement à cœur, comme la villa gallo-romaine du Grosswald à Saint-Rasmin. Et donc concrètement, si on souhaite faire appel à vous, comment ça se passe? Quelles sont les conditions à remplir pour monter un projet et les différentes étapes? Alors il y a deux types, la Fondation du patrimoine soutient deux types de projets. Donc il y a d'abord des projets de valorisation du patrimoine qui sont portés soit par une collectivité territoriale, soit par une association et qui donc font l'objet d'abord d'une collecte. Donc la Fondation du patrimoine lance un appel aux dons qui est publié sur le site de la Fondation du patrimoine.
Et par ailleurs, la Fondation du patrimoine soutient également donc ces projets à travers ses fonds propres ou à travers le mécénat, puisque le mécénat c'est l'un des points forts bien sûr de la Fondation, qui est soutenu sur le plan national par des grands mécènes, et puis sur le plan local également par un club de mécènes qui lui aussi peut attribuer des fonds en fonction bien sûr de la nature du projet. Et est-ce que de manière générale, ces campagnes de dons, elles trouvent leur public? Est-ce que vous réussissez à atteindre les objectifs que vous vous fixez? Oui, en général, les objectifs sont atteints, sachant que l'objectif de la Fondation du patrimoine n'est pas non plus de recueillir l'ensemble du coût du projet. L'intérêt aussi pour les porteurs de projets, c'est que la Fondation du patrimoine est aujourd'hui un label de garantie. Ça veut dire que le projet qui est porté par une collectivité, une association, il a également un intérêt patrimonial tout à fait reconnu. Et donc ça permet aussi aux porteurs du projet de solliciter d'autres subventions auprès de la région, du département, le programme Leader par exemple, avec en arrière-plan la garantie que le projet qui est proposé a une valeur tout à fait évidente. Et au-delà de la sauvegarde du patrimoine, avec chaque projet, est-ce qu'il y a des retombées économiques sur le territoire? Par exemple, est-ce que ça crée des emplois lors de la restauration? Alors, j'avais aussi, il y avait aussi un deuxième aspect. Ouais. Là, on a parlé des aspects qui sont des collectivités, des associations, mais un propriétaire privé peut également solliciter l'aide de la Fondation du patrimoine. Par exemple, un propriétaire qui a une maison qui a une valeur, scientifique ou architecturale. Donc ce propriétaire peut demander à la Fondation du patrimoine un label. Ce label, si ce label est accordé, il lui permet donc d'obtenir une défiscalisation du montant des travaux qui sont réalisés, et puis également, le cas échéant, donc une aide de la Fondation du patrimoine. Et il y a un troisième aspect, qui est important aussi. La Fondation du patrimoine, c'est aussi l'opérateur donc qui gère, on va dire ça en quelque sorte, la mission de Stéphane Bern. Donc Stéphane Bern, vous connaissez tous le loto du patrimoine, et chacun d'entre nous peut proposer à cette mission du patrimoine sur le site de la Fondation du patrimoine de faire retenir son site et d'obtenir, le cas échéant, donc une subvention importante pour la réalisation. Mais tous ces dossiers en fait sont gérés, donc sont instruits par la Fondation du patrimoine. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et je reviens à ma question tout à l'heure. Oui. Du coup, est-ce que ça crée de l'emploi lorsqu'il y a des projets qui sont menés sur le territoire ? Oui, donc bien sûr, tous les travaux de restauration créent des travaux donc, pour les entreprises qui sont chargées donc, de ces travaux, avec d'ailleurs parfois des difficultés, parce qu'aujourd'hui, ce sont des travaux dont les qualifications ont malheureusement tendance à disparaître. Donc les maçons, les tailleurs de pierre, et c'est pour ça aussi que dans ce sens-là, la Fondation du patrimoine a mis en place un programme qui s'appelle Fondation et Emploi, qui favorise les projets qui se passent dans un cadre d'insertion, par exemple, donc pour former des nouveaux artisans au métier du patrimoine, et elle favorise également des centres de formation ou des écoles qui contribuent donc à maintenir et à former des jeunes pour que ces métiers aient encore un avenir et pour que ces métiers puissent être conservés. Une dernière question avant de se quitter, Jean-Paul Petit, on va parler un petit peu de vous quand même. Comment s'organise votre travail au quotidien avec les bénévoles, les élus, les acteurs locaux? À quoi ressemble une journée ? Alors, je veux dire, ce n'est pas un travail à temps plein non plus, puisque notre travail, en fait, c'est d'essayer de solliciter, bien sûr, ceux qui ont des projets, lorsqu'on a conscience que c'est un projet qui peut être intéressant. Donc, on essaie de démarcher, bien sûr, les associations, les élus. Ensuite, on est là surtout pour aider les porteurs de projets, donc dans leur démarche administrative,
administrative vis-à-vis de la Fondation du patrimoine, de lancer la collecte, de faire la communication de cette collecte sur le site de la Fondation du patrimoine, qui est bien sûr un site qui a beaucoup de qu'on voit sur le plan national, qui a beaucoup d'ouverture sur le plan national et qui rayonne donc sur le plan national. Et donc ce site, c'est fondation-patrimoine.org. Merci beaucoup Jean-Paul Petit d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité. Restez avec nous sur Mosaïque Cristal.